Je n'avais pas prévu ça, et pourtant, quand une association régionaliste prétend donner des consignes de vote, je ne peux pas me taire. Effectivement, l'IEO Rhône-Alpes appelle à faire barrage au RN. Mais qu'est-ce que l'IEO? Alors l'IEO, c'est l'Institut d'études occitanes. C'est une des nombreuses associations qui a pour but de promouvoir la culture et les langues locales de la France. Là, en l'occurrence, c'est la section de la région Rhône-Alpes qui a donc publié sur Instagram ce qui peut s'apparenter comme un conseil ou une sorte de consigne de vote pour faire barrage au RN sur des sujets qui finalement ne nous intéressent que assez peu. Ça me fait d'autant plus rire que les gens qui prétendent faire barrage au RN ont ce genre de discours. Mais je vous le dis clairement au nom de notre groupe, nous ne sommes pas favorables au développement aujourd'hui de ces écoles régionales, notamment qui pratiquent l'enseignement immersif. Attention! Fais attention! Tout cela va de pair parfois avec toute une série d'idéologies identitaires anti-républicaines qu'il faut observer. Je le dis, mais si! Parfois! Excepté une fois au chalet. Moi, mon rêve, c'est que chaque être humain puisse un jour dire mon pays, c'est la terre. Mon pays, c'est la terre et ma patrie, c'est l'humanité. Oh, donc moi, mon aspiration profonde, c'est qu'il n'y ait plus ces frontières. Donc il n'y a plus ni Europe ni France. Mais... Et c'est qu'il n'y ait plus ces frontières, c'est qu'il n'y ait même plus, qu'il y ait plus de Seulement concurrence pour les gens entre les êtres humains, qu'il n'y ait plus cette guerre économique. J'attends de voir, ça va m'amuser de voir. Ces gens-là s'en fichent complètement des identités locales. Et puis pourquoi prétendre voter contre des fachos au profit d'un système collectiviste qui prendrait vos ressources et dont les entreprises du type TPE, PME ou les agriculteurs, bref les gens qui produisent la réelle valeur locale, n'en verront pas un seul centime. Le sujet des langues régionales, des identités régionales, des cultures régionales, c'est un sujet avant tout transpartisan. Pourquoi une telle association prétend donner des consignes de vote pour une gauche qui en a rien à faire en fait de nos cultures locales? J'ai scruté le programme du NFP et honnêtement, il n'y a pas grand chose de local là-dedans. Et quant au RN, eh bien, générique. Puisqu'on est ici pour parler de local, de culture locale, de langue locale, j'ai décidé d'analyser le programme du NFP et celui du RN à travers 3 thèmes importants. L'économie, la culture, évidemment l'éducation. Alors commençons par l'économie. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui était prévu par le NFP concernant les TPE et les PME et comment pense-t-il mieux rémunérer les agriculteurs et leur permettre de vivre de leur activité. Eh bien à ces questions-là, voici ce qu'il répond. Alors le NFP prétend durcir l'application des normes aux produits importés pour diminuer la concurrence déloyale envers les agriculteurs. Et effectivement, c'est un sujet extrêmement important et c'était une des revendications les plus importantes des agriculteurs lors des précédentes manifestations qu'il y avait eu. Parce que, je vous le rappelle, à travers les accords qu'il y a entre la France et le Canada, et même l'Amérique en général, il y a une forte disparité en termes de normes appliquées aux produits. C'est-à-dire on impose énormément de normes aux agriculteurs locaux, aux agriculteurs français, mais ces normes ne sont pas également appliquées de façon loyale et équitable aux produits importés. Ce qui fait que certains produits importés ne correspondent pas aux normes écologiques et économiques qui devraient être en vigueur en France, et en plus sont moins chers par rapport à ceux des agriculteurs français qui ont donc plus de contraintes, et pour autant, ils n'arrivent pas à vivre de leur activité, ils ne sont pas rémunérés au juste prix. Donc effectivement, ça paraît être une excellente idée que de dire tiens, on va forcer tous les produits à appliquer ces normes. L'ennui, c'est que je ne sais pas dans quel contexte politique ça pourrait se passer. La non-application de ces normes s'est produite dans un contexte où il y avait des contreparties. Donc peut-être on ignore l'étendue des implications aujourd'hui. Donc ça ne risque pas d'être aussi simple. Mais ça part d'une bonne idée. Maintenant, pour venir en aide aux agriculteurs français, il faut aller plus loin. Il faut en fait inciter les gens à acheter des produits au juste prix et à consommer bien plus local. Non seulement on réduit le nombre d'intermédiaires, on réduit les prix, et puis on se nourrit avec des produits de qualité et qui ont un impact écologique moindre. Après, tout dépend de comment effectivement ces produits sont réalisés. Mais j'ai envie de dire, on n'est pas le pays le moins bien placé en termes de production biologique et écologique. C'est une tendance qui est en train de se renforcer. Donc pour vraiment venir en aide aux agriculteurs, il faut inciter à consommer local, bien plus que de s'intéresser aux contrats internationaux. Le NFP entend aussi renoncer aux contrats avec le Canada, avec le Mercosur. Évidemment, peut-être que ça part d'un bon sentiment, mais il faudra aussi s'attendre à des représailles sur nos produits français
vendus à l'étranger. Là encore, il faudra penser plutôt local, et ça, ce n'est pas vraiment mis en avant dans leur programme. Ils parlent également de réindustrialiser l'Europe, mais aucune précision, aucune analyse d'investissement, aucune analyse de risque, ni de prise en compte de la dévaluation de la dette française, ni de la fuite des investisseurs avec leur programme. Bref, c'est le néant total. Réserver des contrats de sous-traitance au tissu de TPE-PME, ok, ça peut être cool, mais dans quel contexte et comment on fait? Donner davantage de poids aux salariés d'une entreprise en leur donnant un tiers des sièges au conseil d'administration. Alors ça, je ne suis pas certain que ce soit hyper efficace. Après, pourquoi pas donner une part des actions de l'entreprise aux salariés pour leur donner une forme de participation à la vie de l'entreprise et de la rémunération à travers les dividendes et la prise de valeur de certaines actions. C'est ce que font déjà certaines entreprises et pourquoi pas l'encourager? Ça me paraîtrait peut-être beaucoup moins hypocrite. Mais sinon, économiquement, le reste du programme de la NFP se résume à davantage de taxes pour les riches, empêcher les riches de faire d'évasion fiscale avec la exit tax, mais si on fait les comptes entre payer une seule fois une taxe pour s'enfuir d'un pays et payer continuellement des taxes extrêmement élevées en restant dans ce pays, je pense que le choix est vite fait, donc ça n'empêchera pas l'expatriation massive des grosses fortunes s'ils en ont les moyens. Je pense également à taxer les entreprises et à élargir le droit d'asile, à redistribuer en fait les ressources, mais sans vraiment penser à la croissance de long terme qui produit de la valeur. Au contraire, encourager l'entrepreneuriat à un niveau local, la consommation à un niveau local, avec des effets vertueux d'entraide et de production sur le long terme, ça c'est quelque chose qui me semble bien plus d'avenir et il faudrait davantage insister là-dessus. Quant au programme du RN, là aussi il y a beaucoup de ponctions sociales et d'impôts envers les entreprises, envers les systèmes productifs en France. Alors il y a également un plan de contrôle des importations, comme l'a prévu le NFP. Il parle également d'une rémunération des agriculteurs. Ça peut être intéressant, mais il ne donne pas davantage d'informations sur comment ça pourrait concrètement se traduire. Et là encore, rien par rapport à la consommation locale, à l'investissement pour créer des tissus de consommation et de production en circuit court, qui seraient bénéfiques écologiquement, économiquement, qui créeraient une solidarité locale et nationale, qui serait vertueux pour tout le monde. Ça c'est dommage. Obligation des cantines scolaires à 80% de produits français. Mais encore une fois, autrefois, on avait l'habitude de faire appel à des producteurs locaux pour nourrir les enfants à l'école. Et ça, en fait, il faut y revenir. Mais il y a encore une grosse part de lobby, je pense, des industriels qui ont une forme de monopole de la bouffe de la cantine. Et honnêtement, moi, mes souvenirs de la cantine quand j'étais petit, c'était vraiment immonde. Alors, je sais pas comment ça évolue aujourd'hui, mais effectivement... encore une fois, un tissu de solidarité locale, ça permettrait de résoudre tous ces problèmes-là. Et en plus d'éduquer les enfants vis-à-vis en fait, des produits qu'ils consomment, de comment ils sont produits, de la vie économique et culturelle locale, ça peut être hyper enrichissant. Mais c'est pas vraiment évoqué dans les programmes. Beaucoup de décisions macroéconomiques, incitation à l'augmentation des salaires, abaissant les prélèvements patronaux. Alors, abaissement des ponctions patronales. Est-ce que ça va vraiment compenser en fait la hausse des salaires? Je n'en suis pas certain. Et d'autant plus que, alors certes, pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, il faut augmenter les salaires en fonction de l'inflation. Mais le problème, c'est que si on s'arrête à ça, en fait, qui dit hausse des salaires, dit hausse du coût de la production, donc hausse des prix, et donc on se tombe dans une spirale inflationniste. Donc il faut aller plus loin que ça. Il faut inciter à l'investissement pour encourager le progrès technique et les innovations qui sont vectrices de croissance économique. Et ça, je pense que ça passe par les PME, les startups et à un niveau local. Inciter les jeunes à être entreprenants, inciter les jeunes à s'intéresser à tout. Et là, il y a une mesure qui me semble intéressante. Ils envisagent de faire une exemption d'impôt sur les entreprises fondées par des jeunes de moins de 30 ans. Ça peut être cool. Ça peut s'avérer utile, mais il faut peut-être pas s'arrêter uniquement à ça. Si on veut inciter en fait l'entrepreneuriat, l'innovation, inciter à une croissance responsable, locale, écologique et solidaire. Bref, davantage de dépenses de l'État, mais sans réelle implication pour la croissance et pour l'innovation technique, ça sert à rien, ça va juste creuser les dépenses de l'État pour rien, et en plus, sans renforcer le tissu local et la solidarité, à la fois entrepreneuriale, sociale et culturelle, ça n'apportera pas grand-chose de très bénéfique. Sans vous, rien ne pourra être fait. Donc si vous avez un engagement associatif ou politique, n'hésitez pas à le faire localement et à faire savoir votre point de vue et vos intérêts. Maintenant, l'aspect culturel. Alors, regardons ce que le NFP nous dit par rapport à la culture. Donc, la culture, c'est ce qui permet de créer des liens entre les individus et de créer une communauté à la fois de valeurs, mais aussi d'intérêts. Alors, il y a quelque chose que j'observe, c'est qu'il n'y a rien sur la charte des langues minoritaires que la France était censée d'ailleurs signer et qu'elle n'a pas signé, soi-disant à cause de la Constitution, mais c'est complètement faux parce qu'il y a encore des croyances que langue régionale égale destruction de l'identité nationale. Or, c'est complètement faux. Il suffit simplement de s'intéresser à l'histoire de France et à la culture même de la France telle qu'elle existe depuis des siècles, depuis des générations. Il n'y a rien concernant le soutien aux écoles immersives comme les calendrettes, les diwans. Alors ça ne m'étonne pas beaucoup.
parce que pour ceux qui se souviennent, Alexis Corbière, qui se moquait ouvertement des écoles immersives en disant que c'était de l'identitarisme et que c'était l'extrême droite et que toute identité, même locale, est vectrice de communautarisme et donc de racisme, ça ne m'étonne absolument pas et je trouve ça absolument abject. Surtout quand on s'intéresse aux autres pays ou même à d'autres continents comme en Afrique. Alors tout le monde vante le fait qu'en Afrique on parle plein de langues dans plein de pays différents, qu'il y a plein de communautés, plein d'ethnies qui vivent plus ou moins ensemble. Ça dépend des pays. Certaines communautés sont plus acceptées que d'autres. Mais par contre quand on parle en France de communautés locales, de langues locales, de destin collectif entre les provinces, alors là tout le monde se choque et dit que c'est l'horreur absolue. Par contre, il y a un truc intéressant dans leur programme. Ils parlent d'un plan quinquennal d'investissement dans les Outre-mer. Alors, non seulement d'un point de vue économique et écologique, mais aussi d'un point de vue linguistique. Ils veulent apprendre les langues créoles et les langues autochtones. Je trouve ça très bien, mais il faut aussi qu'on pense à la métropole et qu'on pense aussi à soutenir le patrimoine de notre peuple dans son ensemble. Parce que toutes ces langues-là sont vraiment un patrimoine extrêmement riche. Puis il ne faut pas oublier que ça fait partie aussi de vos histoires familiales et de votre propre identité. Et ça, c'est important. Et ça, la NFP est quand même assez timide par rapport à ça, et je trouve ça bien dommage. Et aussi il y a cette idée qui me dérange de l'État connaît mieux ta région que toi, l'État sait mieux ce que on doit faire de ton patrimoine culturel et de ta région économiquement que toi. Bah non, j'ai envie de dire sortez-vous les doigts du nez et investissez-vous directement dans votre région, même à votre échelle. On s'en fiche, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais on peut tous faire quelque chose d'utile pour notre communauté, pour l'ensemble national, à notre échelle, et ça c'est hyper important. Je pense que c'est pas simplement une question de sauvegarde du patrimoine, mais c'est carrément une question de survie. Bon, maintenant, le programme du RN. Alors, pas grand-chose de local à première vue. Alors, effectivement, ils ont à cœur de défendre l'identité française, l'identité nationale, mettre en valeur le patrimoine, inciter les jeunes à s'investir pour défendre le patrimoine, notamment apprendre à travers des associations, donc à rénover des bâtiments, à entretenir notre histoire nationale, et je trouve ça très cool. Mais il n'y a pas vraiment d'idée de décentralisation, et quand ils parlent de défendre la civilisation française, c'est un peu la civilisation mainstream. Il faut aller plus loin, il faut défendre chaque province, chaque culture qui font partie de cette civilisation. La civilisation française, c'est toutes ses langues, c'est toute sa culture, c'est ces peuples millénaires. Il faut transmettre à nos enfants leur langue, leur patrimoine et tout ce qui a fait notre pays, mais dans sa totalité. Donc ça reste quand même un discours assez jacobin, assez centralisateur, qui peut avoir ses avantages, certes, mais qui, selon moi, ne prend pas encore le problème dans sa globalité. Si on veut répondre aux problèmes qui ont été engendrés par l'exode rural, par l'hyperconsommation, par le fait qu'on a fait des individus, non pas des êtres libres, mais juste des consommateurs, des homo economicus, qui pensent que à maximiser leurs profits, aucune intention collective, il faut vraiment les réenraciner localement. Et c'est pour ça que je vous incite vraiment fortement à vous intéresser à votre propre région, à votre langue. N'hésitez pas, même si c'est dur, même si vous n'avez peut-être pas envie de parler parfaitement la langue de votre région, au moins intéressez-vous au vocabulaire et aux traditions. Parce que c'est en reconstruisant ce tissu de solidarité locale qu'on peut arriver à trouver des solutions de long terme face aux grands enjeux de notre époque. Bref, c'était pour l'aspect culturel. Maintenant, regardons un peu l'aspect de l'éducation. Alors, au niveau éducatif, pas grand-chose par rapport au local. Ce serait bien qu'on apprenne un peu l'histoire régionale aux enfants, au moins à l'école primaire et un peu au collège, apprendre l'histoire de la région où on habite. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. C'est ce qu'ils font d'ailleurs en Allemagne. Ils enseignent l'histoire de chaque Länder en fonction de où on habite et c'est très bien. Après, il y a un autre aspect, peut-être l'inconvénient, c'est que du coup, ils enseignent très peu l'histoire allemande, à part l'histoire moderne. Et bon, je trouve que c'est assez vecteur de méconnaissance historique. Et quand je parle aux Allemands d'histoire, ils connaissent pas grand-chose sur leur propre pays et c'est un peu dommage. Donc il y a un entre-deux à trouver entre le système français et le système allemand. Je pense que ça pourrait être très très cool, qui donnait un peu plus de fierté par rapport à notre histoire, parce que c'est vrai que bon, il y a moi le ressenti que j'ai eu quand j'étais encore dans le système scolaire, c'est qu'il y avait beaucoup cette idée en fait de critiquer assez féroce en fait notre passé. Et c'est vrai qu'il faut de la nuance, il faut de la critique, ça c'est hyper important si on veut apprendre de l'histoire et si on veut avancer dans le temps. Mais il y a aussi l'aspect de rendre fiers aussi les gens d'être ce qu'ils sont et du pays d'où ils sont. Là par exemple en Allemagne c'est justement, je pense que c'est un gros problème par rapport à ça, où effectivement il y a tellement de matraquage par rapport à leur histoire moderne que maintenant la plupart des Allemands que je rencontre disent plutôt que ils sont pas particulièrement fiers d'être de leur pays, alors que leur pays a aussi une histoire extrêmement intéressante, extrêmement riche. Donc voilà, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et la NFP ne se penche pas du tout là-dessus. Quant au RN, en termes d'éducation, le RN est peut-être un peu plus précis et ils mettent en avant les savoir-faire, notamment pratiques, et ça je trouve ça hyper cool.
Je pense que notre système éducatif ne met pas du tout en avant les cursus professionnalisants parce qu'il y a cette vision que seules les études comptent, seul l'intellectualisme compte, mais pourtant on a besoin de gens extrêmement techniques et de gens avec des compétences pratiques et on n'en a pas, les entreprises n'en trouvent pas. Même les élèves qui sont en décrochage scolaire, qui en ont marre de suivre des études, on les force quand même à aller à l'université, on les force à avoir cette espèce de cursus intellectuel, mais qui ne répond pas du tout à la réalité et à nos propres besoins. Moi, je me souviendrai toujours d'un de mes camarades en seconde qui voulait justement aller chez les compagnons, parce qu'en fait, il en avait marre du système scolaire, et en fait, il était trop jeune, et que ça posait des problèmes en termes de protection sociale, etc. Et donc, on l'a forcé à faire un cursus général, alors qu'il n'avait pas du tout envie, et que il a perdu son temps, quoi. Il était très gentil, il a été très respectueux envers les profs, il faisait pas chier, contrairement à d'autres qui du coup foutaient le bordel dans les classes, et là vraiment c'est problématique. Mais cet ami, en fait, il était malheureux, et on l'a empêché en fait de développer des compétences dans lesquelles il aurait excellé, il aurait été extrêmement bon, et dont on a besoin. D'autant plus que travailler auprès des compagnons, c'est quand même s'ouvrir de sacrées portes, parce que le nombre de patrimoine dont on a besoin, qu'on a besoin de rénover est immense. Et on l'a très bien vu avec la rénovation de Notre-Dame. On a dû faire appel à tout un tas de savoir-faire. Et encore aujourd'hui, des nouvelles tendances écologiques avec l'idée de faire des bâtiments très peu énergivores, bien isolés. On a besoin de compétences extrêmement techniques avec des matériaux plus naturels. Et ça, il faut enseigner aux gens qui sont intéressés par ces choses-là comment valoriser en fait ces compétences-là. Et ça, on ne le fait absolument pas. Et je pense que c'est important, qu'il faut que les politiques se penchent là-dessus. Alors le RN utilise le terme revalorisation des savoirs fondamentaux, revalorisation des compétences. Ça veut tout et rien dire, on a vu ça dans tous les programmes. Il parle aussi de remettre en avant la liberté professorale. Alors ça, pourquoi pas, mais dans quel contexte? Il y a plein de professeurs qui pourraient être très compétents d'enseigner aux enfants des choses locales sur la faune, sur la flore. Moi, j'en ai connu des professeurs qui avaient certaines compétences dans ce domaine-là, mais qui n'avaient pas vraiment de secteur dans l'emploi du temps pour allouer des heures à ces compétences-là. C'est peut-être un peu dommage. Je sais qu'autrefois, on avait ce qu'on appelait des leçons de choses qui enseignaient aux enfants en fait des choses basiques sur les champignons, sur les arbres, comment utiliser la faune et la flore du coin. Ça pourrait être cool de remettre ça un peu en avant. Donc il parle aussi du soutien de l'alternance, de l'apprentissage, donc j'en ai un peu parlé précédemment. Ça peut être cool, donc voilà, mettre en avant les apprentissages pratiques. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin, encore une fois, essayer de peut-être, dans le cadre de ces apprentissages pratiques, renouer le contact avec les entreprises locales, les PME, les TPE qui ont besoin en fait de main d'œuvre, surtout dans certains domaines. Donc ce serait bien en fait de mettre davantage en relation ces entreprises-là avec le secteur éducatif. Notamment que je vois que certaines PME qui sont orientées vers le local arrivent à exporter des produits à l'international. Et ça c'est cool, ça peut être un moyen de mettre en valeur notre patrimoine local, la culture locale et de nouer des liens avec l'extérieur. Ça peut être vraiment chouette. Mais voilà, il faut travailler au tissu à la fois économique et solidaire. Et aussi, le RN parle de mettre en place une sorte de service volontaire pour la rénovation du patrimoine. Alors moi, je trouve ça complètement inutile. Déjà parce qu'on a plein d'associations qui s'occupent de ça. On a SOS Calvaire, on a le Club du Vieux Manoir, l'association Rempart, toutes ces choses-là qui déjà visent à rénover le patrimoine, à l'entretenir, à le faire connaître du grand public, et en plus à former la jeunesse sur des compétences pratiques. Et ça c'est cool, mais du coup, mieux vaut en fait envoyer directement des moyens dans ces associations-là, plutôt que de créer un nouvel organisme du style du scoutisme macronien qui coûte extrêmement cher et au final ne s'occupe de rien et ne sert strictement à rien. Et les jeunes vont savoir déjà ce qui existe localement et quel genre de trucs ils peuvent essayer de préserver, de mettre en valeur et de rénover. Il faut faire confiance aux gens, je pense. Il faut faire confiance aux communautés locales parce qu'elles connaissent bien leur territoire, elles connaissent bien leur histoire, elles vont connaître bien leur culture si on les incite à vraiment s'intéresser à leur environnement. Donc n'attendez pas, apprenez vos langues, apprenez votre culture et investissez-vous directement pour la préservation de vos patrimoines locaux. Bon, mon objectif c'est pas de vous dire de voter pour tel ou tel parti, et je tiens simplement à dire que c'est pas le rôle de l'IEO de vous dire pour qui voter. Juste faites la part des choses, essayez de lire les programmes, de vous intéresser un peu à ce qu'ils disent, de peser le pour et le contre, et surtout, voter c'est extrêmement important et je vous incite à voter, mais ne vous en contentez pas, ce n'est pas suffisant. Il faut s'investir personnellement, il faut être engagé pour la préservation de son patrimoine et la construction d'une économie qui profiterait à tous. Ce n'est pas en attendant que tout nous tombe du ciel que ça va forcément s'arranger. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau local, ou même personnellement on peut, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, développer ses propres compétences, apprendre une langue, apprendre des choses pratiques, voilà, créer des réseaux d'intéressés et de gens qui pourraient vous aider en fait à vous améliorer dans ces compétences-là et créer une communauté qui pourrait justement mettre en valeur vos productions locales et notre patrimoine commun.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, partager. N'hésitez pas à regarder mes vidéos sur Instagram parce que c'est là où vraiment je parle gascon, où je parle de la Gascogne, je parle des cultures régionales de la France et pourquoi c'est hyper important voilà, de s'y intéresser. Voilà, je pense qu'on est un des pays qui a l'une des cultures les plus riches mais les plus méconnues de sa propre population. Donc il faut vraiment remédier à ça. Je vous incite sérieusement à être audacieux, à être ambitieux parce que tout simplement, votre avenir, c'est votre terre.